Alors, j'aimerais bien que du côté entreprise, on ait des réactions. Est-ce que M. Ludovic Daudois pourrait réagir sur les propos de M. Bacon avant de peut-être nous expliciter le processus de recrutement dans sa société et aussi, alors c'est pas un dispositif de l'éducation nationale, mais c'est une initiative qui est prise au sein du club Galaxy. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, si j'ai bien compris, je vais essayer de redonner un peu d'élan au métier d'ingénieur là, chez Comat. Donc, je vais juste vous situer un petit peu l'entreprise, ça permet de comprendre un peu le contexte. Donc, on est une PME basée à Toulouse, du secteur spatial. Donc, forcément, Thomas Pesquet, pas très loin. On est basé là, juste derrière Balma et on est une société complètement intégrée dans le processus là, de l'innovation, du développement, de la fabrication, de l'intégration et des tests. On a deux activités. Et c'est pas anodin si je dis ça, parce que ça motive, on le verra tout à l'heure, mes ingénieurs. Donc on a une activité d'équipement de microgravité. Donc on fournit depuis quelques années des équipements dans l'ISS. Et je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Et puis on fournit aussi des équipements pour satellites. Alors quand on parle d'équipements de microgravité, bien sûr, nos clients sont les agences spatiales, mais autour de tout ça, il y a des scientifiques, il y a des astronautes, et on conçoit ces belles machines pour ces gens-là. Et du côté des satellites, on fournit des équipements assez complexes, et on participe à des grandes missions, des missions toulousaines avec Kinéis, où on fournit des équipements très complexes. Donc nos clients, à travers tout ça, c'est des grands clients qu'on trouve à Toulouse, Airbus, Thales, le CNES, l'Agence spatiale. Mais aussi, on a une volonté à s'exporter, et c'est un élément clé aussi d'avoir des ingénieurs motivés et de bonnes compétences. Et on a une vision. On a une vision, une petite société, c'est 20 personnes, je vous rappelle. Et on a une vision d'ici 2030 à doubler notre chiffre d'affaires. L'idée est de passer de 15 à 30 millions avec aussi des investissements, un nouveau bâtiment qui répond aussi à toutes les normes qui vont bien, sur 3 étages, avec un restaurant panoramique sur la vue des Pyrénées. Donc je vous donne un petit peu le contexte de l'entreprise, 120 personnes et avec toutes les facilités. Alors si je reviens sur la place des ingénieurs chez Comat, et j'ai fait cet exercice-là avec beaucoup de plaisir, parce que je n'ai pas tout à fait les chiffres en tête, donc j'ai fait un peu travailler mes équipes. Sur ces 120 personnes, on a 53 ingénieurs. J'ai repris la société il y a 10 ans, on avait 5 ingénieurs. Donc on a fait un gros travail de recrutement par rapport à ça. Et aujourd'hui, ça représente 44% de l'effectif. On a 2 activités, une activité d'ingénierie, de développement des produits. Et donc là, bien sûr, ça porte donc une direction technique qui porte 80% de l'effectif des ingénieurs. Et j'ai une direction industrielle, plus manufacturière, où là, on retrouve seulement aujourd'hui 23% de l'effectif. Alors, sur les postes occupés, tout à l'heure, on parlait beaucoup de management, et il en faut dans les sociétés, de chefs de projet, mais il faut aussi des ingénieurs métiers. Et nous, on fait le pari sur cette donnée. Donc là, je vais vous énumérer un petit peu les compétences qui se retrouvent dans la société. Ça peut être un peu du jargon spatial, mais on a besoin de tout ça pour faire marcher l'entreprise. Donc on en retrouve des ingénieurs mécanismes, de mécanique bien sûr, de calcul, de produits, de thermique, de développement électronique, de propulsion, d'exploration, d'intégration et de test et d'assurance produit. Et il nous faut tout ça pour faire fonctionner l'entreprise aujourd'hui. Et si je regarde le management en lui-même, il y a 65% du management global de l'entreprise constitué d'ingénieurs. Et il y a 50% dans ce management, 50% de femmes et 50% d'hommes. Et mes plus gros postes à responsabilité aujourd'hui, c'est des femmes au sein de l'entreprise. Et puis si je continue à zoomer, on n'a pas à rougir parce qu'on recrute on va dire, de très bons ingénieurs. Voilà, ils viennent à la fois du tissu toulousain, l'INSA, l'ICAM, l'ENSET, l'ENSICA, Super-Héros, un peu d'Estaca, de l'ENSAM, des SUPMECA et puis des centrales Paris, des centrales Supélec. Alors, si je continue à regarder un petit peu le processus de recrutement chez Comat. Juste avant, si vous me permettez, vous avez énuméré ces compétences, de nombreuses compétences techniques, d'ingénieurs. Est-ce que vous avez des difficultés
à recruter ces compétences. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous pouvez confirmer le déficit dont on parle depuis le début de la soirée? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ah ben non, moi j'ai ce qu'il faut et je sais les trouver, les compétences? Alors moi, je suis un peu gêné, parce que je suis un peu à contresens de tout ça, j'ai pas de difficulté. Donc j'ai recruté une cinquantaine d'ingénieurs là, sur une dizaine d'années. Les gens, il n'y a pas de turnover dans la société, on vient de faire un audit Syntec là. Et on n'est pas dans le centre de Toulouse, on est à 15 km de Toulouse, et on a vraiment une force d'attractivité par rapport à tout ça. Alors ça s'explique, je recrute, on recrute des ingénieurs, et si je prends un exemple particulier, et ce qui motive les gens aujourd'hui, notamment une jeune ingénieure qui nous a rejoint dernièrement, Nadia, elle m'a dit, mais c'est génial de venir chez Comat. Alors je lui ai dit, pourquoi? Et donc là, je me suis un peu penché sur le sujet. Elle m'a dit, mais ce qui est génial, c'est de pouvoir faire ce boulot d'ingénieur et de pouvoir aller en salle blanche, faire de l'intégration des systèmes. Et donc, on revient un peu à ce qui a été dit tout à l'heure, le métier manuel de l'ingénieur, il est vraiment pratique. Et je pense que c'est la chance des PME aujourd'hui de pouvoir offrir à ces jeunes ingénieurs, et j'espère qu'ils vont rester. Et dernièrement, j'ai remis la médaille du travail, puisque la société existe depuis 45 ans, à 20 personnes, ils avaient tous 30 ans d'entreprise. Voilà. Et il y avait ces 5 ingénieurs que je citais tout à l'heure, et ils ont témoigné de leur expérience et du savoir-faire, parce que finalement, ça devient aussi des ingénieurs maison, c'est-à-dire on donne l'exemple, en tout cas, on donne l'exemple de transmettre les savoir-faire. Alors, quand on fait de l'export, quand on va dans d'autres pays, j'ai appris c'était quoi les savoir-faire. C'est-à-dire que c'est pas écrit dans mon manuel qualité, et on est obligé de transmettre toute cette expérience, le métier, les uns des autres. Et ça va aussi bien du technicien, comment dire, très compétent, spécialisé, qui est proche d'une culture d'ingénieur, et puis, on va dire, ces nouveaux ingénieurs qui arrivent, qui sont assez structurés, parce que je vous parle ici de management de projet à l'international, assez complexe, et on a aussi besoin de ça chez Comat. Donc, si j'ai bien compris, M. Daudois, vous n'êtes pas face à une difficulté notable en termes de recrutement, et vous avez des ingénieurs, jeunes ingénieurs, qui sont heureux chez vous, et vous insistez sur le point que finalement, c'est parce qu'il y a un côté pratique et très opérationnel qui est préservé dans votre entreprise. Alors maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que vous nous donniez très rapidement un petit exemple de ce que fait le club Galaxy pour promouvoir le métier d'ingénieur. Je vous donne une petite minute. Donc le Club Galaxy, c'est 130 sociétés, 130 sociétés, 130 acteurs représentatifs de l'écosystème. Et donc quand je parle de l'écosystème, c'est pas que les sociétés du spatial, c'est les institutions, c'est les agences, le CNES, l'ONERA, les lycées, les PME, les ETI. Et donc on a plusieurs commissions. Alors moi j'anime ma casquette, j'anime la commission espace, mais depuis peu on a créé 2 nouvelles commissions, une commission environnement et une commission diversité et jeunesse. Donc c'est là-dessus sur lequel je voudrais témoigner. Donc on a des acteurs dans la salle du lycée Bellevue et du lycée Paul Riquet. Et nous, professionnels du spatial, notre motivation, notre collectif, on va dire, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec l'ensemble des acteurs en région. Le but, c'est de transmettre un peu c'est d'accompagner ces jeunes, que ce soit à la fois dans les lycées ou dans les écoles d'ingénieurs, à travers une meilleure connaissance des métiers du spatial. Donc ça veut dire qu'on mobilise des chefs d'entreprise, des ingénieurs chez nous, pour aller à la rencontre des jeunes lycéens. On participe à un challenge qu'on appelle Galaxy en proposant des sujets avec l'aide de mentors. Et puis enfin, comme chaque année est organisée la Space Week à Toulouse, on est assez moteur pour aller témoigner auprès des futurs ingénieurs du métier et d'organiser à travers tout ça des visites d'entreprise. Merci beaucoup. Donc voici un témoignage très, très positif. Je voudrais maintenant que nous parlions, Madame Roussier-Michon, de l'activité des actions du Centre Gaston Berger auprès des élèves du secondaire, qui sont une action possible, enfin qui existe déjà, qui sans doute se développera. Vous pourriez nous en préciser les modalités, s'il vous plaît?
Oui, alors je vais essayer de parler un peu d'où je parle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu le modèle INSA, le fameux, qui est question sur la slide. Moi-même, j'ai mis 10 ans en travaillant à l'INSA à le connaître. Donc, en fait, les INSA ont été créés par Gaston Berger, donc un peu dans l'immédiate après-guerre, pour permettre justement une diversité de profils pour devenir ingénieur. Déjà à l'époque, un gros besoin d'ingénieurs. Donc, le slogan de l'époque, c'était permettre aux fils d'ouvriers et d'agriculteurs de devenir ingénieurs. Bon, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Maintenant, on accepte aussi les filles. Du coup, voilà, la philosophie de Gaston Berger, parce que c'était un philosophe, c'était de devenir ingénieur humaniste. Donc sa politique d'ouverture et de diversité, d'inclusion, en fait, c'était pas seulement par souci d'équité sociale, c'était surtout persuadé que en fait, la diversité des ingénieurs était la condition sine qua non de la construction d'une société et de l'innovation ouverte à tous et à toutes. Un peu ce que disait tout à l'heure Aurélie, de permettre que l'innovation profite vraiment à tout le monde. Donc, quand je rencontre des collégiens et des lycéens, je leur parle souvent de l'exemple de la ceinture de sécurité qui a été rendue obligatoire dans les années 70, mais qui en fait a fait essentiellement chuter la mortalité des conducteurs et pas des conductrices, simplement parce que les crash tests avaient été faits uniquement avec des mannequins de la taille de corpulence homme. Et je leur demande souvent si les ingénieurs qui étaient autour de la table ce jour-là avaient vraiment envie que les femmes continuent à mourir au volant. Et tout le monde était conscient que non, ils avaient des mères, des femmes, des filles, et que c'était absolument pas conscientisé. Et aujourd'hui, pareil, quand on fait une intelligence artificielle qui peut tenir des propos racistes ou une reconnaissance faciale qui ne reconnaît pas des visages noirs, par exemple, c'est clairement parce qu'elle a été entraînée sur des données qui étaient biaisées. Donc cette idée d'ingénieur humaniste, d'ingénieur qui est soucieux de la diversité, ça se construit aussi parce que autour de la table, les ingénieurs viennent de profils différents. Donc c'était un peu ça l'idée. Donc vraiment un souci d'équité, de recruter sans concours post-bac, ce qui à l'époque, il y a 70 ans, était assez novateur, surtout sur tout le territoire. Il n'y a aucune INSA en région parisienne, avec une vue de campus pour diminuer les coûts. Donc aujourd'hui, c'est 7 écoles d'ingénieurs, 6 écoles partenaires à travers tout le territoire. Et puis dans les années 2020, donc sur l'impulsion essentiellement du groupe INSA, on a fait le constat de l'érosion du modèle social qu'on avait construit au départ. Donc pour vous donner une idée un peu, 75% de notre communauté étudiante a au moins un responsable légal de PCS, donc profession catégorie socio-professionnelle favorisée, et seulement 13% de responsables légaux de PCS défavorisés ou très défavorisés. Alors à l'INSA, dans le groupe INSA, globalement, on n'a pas trop ce problème de féminisation, en tout cas on l'a moins, c'est de façon moins crue que dans d'autres écoles d'ingénieurs, on est 10 points au-dessus des moyennes nationales en termes de féminisation. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intersectionnalité des problèmes, c'est-à-dire que les jeunes femmes qu'on a, ce sont des filles de cadres, et qu'en fait, on a très peu de filles qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Donc, du coup, face à ce constat d'érosion de notre modèle social et aussi d'une réussite en deuxième année, enfin, le passage en deuxième année, en fait, donc on recrute post-bac, donc ce que j'appelle la deuxième année, c'est le passage de la L1 à la L2, on va dire, était de 10 points inférieur pour les jeunes d'origine modeste par rapport aux autres. Ce qui s'est encore aggravé avec le Covid, pour vous dire, à l'INSA Toulouse, au moment du Covid, on a eu une vraie dégringolade de la réussite des étudiants en première année d'origine modeste. Du coup, il y a eu tout un travail collectif qui a été fait avec la publication d'un deuxième tome sur ce livre blanc avec plein de préconisations qui a abouti à la construction d'un programme qu'on appelle donc Horizon INSA et qui aujourd'hui, donc ça a été annoncé la semaine dernière, est financé par le programme France 2030. Les 4 objectifs qu'on a voulu mettre là-dedans, donc c'est exactement ce dont on a parlé déjà tout à l'heure, de renforcer l'appétence pour les sciences, l'attractivité pour les STEM en général et le métier d'ingé en particulier, donc les sciences techniques. Effectivement, on veut un peu casser cette autocensure dont on a parlé, le genre, le social, le territorial. Donc nous, à Toulouse, c'est vraiment fort le fait d'aller aux 4 coins de l'académie de Toulouse, qui est très rurale. Casser ce côté un peu inaccessible, élitiste. Alors je sais qu'il y en a qui me diront, mais l'INSA Toulouse, vous êtes super élitiste. Il faut savoir qu'on a un mode de recrutement, en fait, un algorithme dans Parcoursup dont on parle souvent, qui est justement de favoriser le fait de prendre le ou la meilleure dans chaque établissement, y compris l'établissement du fin fond de la ruralité. Je ne vais pas citer de département pour ne pas blesser certaines personnes, et aussi parce que je suis très nulle dans la géographie toulousaine. Voilà, donc ça c'est vraiment des actions générales qui concernent tout le monde, et puis à partir de la première et de la terminale, avoir un accompagnement renforcé sur certains établissements choisis par leur indice de positionnement social, et à l'intérieur de ces établissements, travailler uniquement avec les jeunes d'origine modeste. Pardonnez-moi, je crois que nous allons devoir conclure en ce qui vous concerne. Oui. C'est extrêmement intéressant et c'est vraiment l'exemple d'action
concrètes et d'actions un peu en rupture. Donc, un sujet de réflexion pour l'avenir. J'ai juste besoin d'ajouter que c'est quelque chose du temps long, c'est de la dentelle en fait, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul, qu'on fait en partenariat donc avec le rectorat, notamment à travers les Cordées de la Réussite. Et puis je voudrais aussi citer les mécènes qui nous accompagnent, notamment on a parlé d'Egis par exemple tout à l'heure, et puis de la DRETS et aussi de partenaires, notamment, donc puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'ISIS de Castres par exemple, pour ce qui concerne l'INSA Toulouse. Merci beaucoup.